16h30 tout juste sur LCI. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure du club, ça tombe bien. Restez avec nous. Laura Pouget est également ici puisque votre histoire aujourd'hui, c'est celle des prémices de notre remplacement par l'intelligence artificielle. Dans quelques instants, Magali va s'afficher sous vos yeux une note interne envoyée par le chef d'une grande entreprise à ses salariés. Je vous en lis un extrait, regardez. Avant de demander de nouveaux effectifs et de nouvelles ressources, les équipes doivent démontrer qu'elles ne peuvent pas obtenir ce qu'elles veulent en utilisant l'IA. Donc c'est à nous de démontrer aux salariés de cette entreprise. Ouais, en tout cas. Cette note, elle émane de Tobias Lütke, cet homme, le PDG allemand de l'entreprise canadienne de commerce Shopify, 8,8 milliards de chiffre d'affaires en 2024. C'est pour vous la situer. Oui. J'ai remarqué qu'il l'avait signé de son diminutif, la note Toby. C'est sympa, mais il ne faut pas s'y tromper. Moi, je l'ai lu, c'est bien une note de consigne stricte visant à rendre l'usage de l'intelligence artificielle quotidien dans l'entreprise. Les salariés apprennent ainsi qu'ils se verront poser des questions sur l'IA pendant leurs entretiens de performance. La note porte d'ailleurs un titre qui est très clair, je vais vous le citer. L'usage de l'IA est maintenant une attente de base. Okay. Ça c'est dit, et Toby Lütke prévient tous ceux qui voudraient la contourner. Dans ce cas, écrit-il, la stagnation est presque certaine et la stagnation, c'est l'échec au ralenti. Vous avez compris? Oui, c'est clair. Ah, mais la stagnation, c'est l'échec au ralenti. Je pense que ceux qui l'ont reçu ont compris. Ouais. En tout cas, le message était limpide. Je rappelle qu'au départ, il s'agissait bien d'une note interne, mais le PDG l'a lui-même publiée sur X quand il s'est rendu compte qu'elle était sur le point d'être divulguée. Alors moi, je vais vous poser la question, ça marche ou pas? Trop tôt pour Shopify, évidemment. Mais une autre entreprise a fait un test sur une courte durée et vient d'en publier les conclusions. Cela pourrait vous intéresser, c'est une entreprise de presse. Ah, très bien, alors? Le journal italien Il Foglio que voici. Regardez ce journal. Il ressemble en apparence à un journal tout à fait classique, sauf... je sais pas, la mise en page me paraît un peu trop fournie. Moi. Regardez bien sur le côté. Ah non, mais moi j'ai pas mes lunettes, je vais rien voir. La petite mention en bleu, IA inscrite à côté du titre. AI, mais IA en français inscrite à côté du titre. Pendant un mois, la direction de ce quotidien a confié la rédaction d'un supplément de 4 pages à la version professionnelle de ChatGPT. Vous voyez donc ici le premier numéro. Bilan décrit par son patron, Claudio Serraza, que voici. Il Foglio a beaucoup appris de l'IA et l'IA a appris quelque chose de nous. C'est-à-dire? Tel un professeur en école de journalisme, Claudio Serraza a demandé à son IA de travailler sur tous les formats. L'édito, la brève, la satire, le papier d'analyse, le compte-rendu de conférence de presse, la critique de livres. À chaque fois, la demande était formulée par un brief précis, comprenant des instructions de ton et de format. Il y avait 26 articles à écrire par jour. Conclusion, l'IA est rapide, puisque la réalisation d'entre eux prenait, tenez-vous bien, 5 à 6 minutes. Je ne vais pas vous dire combien de temps j'ai mis pour écrire mon histoire. Surtout pas comparer. Non, on va pas. Moi, je me comparais pas. Non, surtout pas. L'IA sait aussi écrire, puisque dans la majorité des cas, sa copie ressemblait à un papier rédigé par un vrai journaliste. Claudio Serraza n'avait à réécrire que 2 ou 3 articles sur les 26. Ouais, c'est pas beaucoup. L'IA sait également synthétiser, analyser des rapports volumineux, différencier une analyse d'une opinion, un fait d'une plaisanterie, et elle sait même se moquer d'elle-même, parfois. Bon, alors c'est très concluant. Rassurez-moi, il y a quand même quelques défauts. De très gros défauts, surtout pour un journaliste. Au cours de ce mois de rédaction, l'IA a inventé des faits, des ouvrages, cité des auteurs disparus comme s'ils étaient encore vivants, ce qui, dans une vraie rédaction, est de nature à faire un peu désordre. Exactement. On est d'accord? Les fake news, oui. L'IA s'est aussi montrée paresseuse en se contentant parfois de fournir de simples copier-coller d'articles. Et pire encore, elle a prouvé qu'elle n'avait pas le sens de l'actu. Dans la mesure où elle a du mal à intégrer les événements les plus récents à son travail. Exemple, les journalistes, les vrais journalistes d'Il Foglio, ont constaté qu'elle n'avait pas compris que Donald Trump avait été réélu au mois de novembre. Elle pensait qu'il était toujours en campagne. Voilà. C'est marrant ça. Sa limite est finalement celle qu'on attendait. Elle ne peut pas saisir la faille chez un interlocuteur, ni déceler le petit élément qui éveille le soupçon dans un rapport de 100, 200, 300 pages. Son patron, Claudio Serraza, ne lui en tient visiblement pas rigueur. Il y a quelques jours, il a publié ce dessin, les représentant tous les deux, en pleine discussion en salle de rédaction. Et il a annoncé qu'Il Foglio IA va se pérenniser pour devenir un hebdomadaire de 4 pages. Quand même, malgré tous ces défauts, ces limites aussi, c'est quand même pas des petites limites.
quand on voit que ça peut propager des fake news, effectivement, il n'y a pas de vérification de l'information, il peut y avoir des confusions. Donc là, c'est l'exemple flagrant sur Donald Trump est criant. Pardon, ça a de quoi rassurer quand même un petit peu, non ? Oui, d'autant que le journal dont il vient d'être question est quand même un journal assez modeste. J'ai regardé, c'est 29 000 lecteurs. C'est à peu près 10 fois moins que la Stampa ou le Corriere della Sera, toutes éditions confondues, numériques ou papier. Donc ça reste quand même assez limité dans l'utilisation. Ces grands journaux dont je viens de parler, probablement ne se risqueraient pas à une expérience comme celle-ci. Mais au fond, ce que ça dit, au-delà des erreurs que vous mentionniez, des erreurs potentielles, même s'il y en a aussi parfois qui peuvent venir de la part de vrais journalistes, et même si l'IA peut être parfois pertinente, ce qui manque en fond à l'intelligence artificielle sur la question journalistique, c'est l'éditorial. Qu'est-ce que l'éditorial ? Nous le savons tous autour de cette table, c'est de quoi parle-t-on ? Et comment en parle-t-on ? Et ça, l'intelligence artificielle, elle le fait de façon extrêmement basique, parce que c'est un choix presque philosophique, c'est un choix politique, c'est un choix qui est un choix d'information, et c'est presque un choix de société aussi. Et donc, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'aller à ce niveau de raisonnement. Elle est capable de compiler des informations de façon intelligente, mais elle n'est pas forcément capable de faire le travail que vous et moi faisons probablement au quotidien. Effectivement, en plus de 6 minutes. Nous, il nous faut beaucoup plus de 6 minutes pour écrire un papier. Ça, elle n'est pas capable de penser contre elle-même non plus. Ça, c'est ce qui était dit dans les conclusions. Elle suit toujours l'opinion dominante. Et ça, c'est intéressant. Oui. Et c'est important pour un journaliste, mais pour tout citoyen, de réfléchir contre soi-même. C'est toujours stimulant. Mehdi Farajala est également en direct avec nous. Bonjour, merci d'être dans le Club Info. Docteur en économie, porte-parole des sujets intelligence artificielle à Rennes School of Business. Alors, quand on entend ça, effectivement, on se dit... C'est pas encore à la hauteur. Là, on parle du journalisme, mais on parlait juste avant d'une entreprise, de n'importe quelle entreprise, pour n'importe quel salarié. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un peu la peur. J'ai l'impression qu'on est dans les prémices de ce qui peut se jouer dans des romans ou des films d'anticipation. Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas ? Bonjour et merci pour l'invitation. Et j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit un peu pendant cette courte discussion. Mais avant tout, en fait, il serait utile de dépassionner la question. L'IA, ça reste une technologie et d'un point de vue historique, si on compare avec ce qui a été fait par rapport à d'autres révolutions, que ce soit la machine à vapeur, l'électricité ou autre, Internet, par exemple, si je prends juste l'exemple d'Internet, on avait prédit par exemple la disparition du commerce électronique, la disparition des bibliothèques et même des profs. Et le point sur lequel je voulais revenir précisément, c'est cette histoire de mettre l'IA contre l'humain. Et peut-être qu'il faudrait plutôt parler d'hybridation, parce que par rapport à ces technologies dont j'ai parlé, à chaque fois on est revenu à une forme d'hybridation, c'est-à-dire Internet, on continue à l'utiliser tous les jours pour écrire des mails, pour nous faciliter les tâches de tous les jours. Pour répondre à votre question, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut plutôt dépassionner le débat et chercher à utiliser l'IA de manière intelligente, pas opposer l'humain à l'IA, mais chercher à savoir comment on va le mieux collaborer avec l'IA. Alors comment on peut faire ? Parce que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain. On se souvient par exemple, si on reste dans le monde du journalisme, de cette présentatrice, ça se passait au Koweït, une présentatrice de journaux télévisés entièrement générée par l'IA. La voici. Vous dites, il ne faut pas avoir peur de ça, mais sauf qu'on se dit, ça peut être à l'œuvre demain. Comment on peut l'utiliser de façon intelligente pour qu'on ne soit pas dépassé par cette technologie ? Très bien. Par rapport à ce qu'a dit M. Galichet, en fait, c'était très intéressant, ce côté éditorial, par exemple, quand on parle du journalisme. Ce que vont chercher les gens, c'est ce côté contre-intuitif, cette idée, en fait, qu'on va pas trouver un peu partout. En fait, cette forme de réflexion que l'IA ne peut pas amener. Moi, je suis pas spécialiste du journalisme, mais si je reviens un peu plus en arrière et je prends les dépêches AFP, certains journaux, il y a quelques années, se contentaient de reproduire ce qu'il y avait dans les dépêches AFP
sans avoir beaucoup de recul. Et ce qui comptera et ce qui intéressera les gens, en fait, c'est ce côté contre-intuitif, cette idée originale que l'IA ne pourra jamais amener au final. Mais est-ce que le monde de demain, là, malgré tout, parce qu'on se dit que c'est une technologie qui est encore toute neuve, donc ça peut aller encore beaucoup plus loin, le monde de demain, il est en train de s'écrire sous nos yeux, là, quand même? Tout à fait, en fait. Mais comme il s'est écrit quand Internet est apparu il y a une trentaine d'années, si je reviens en fait sur l'exemple de Shopify, en fait, ce dirigeant, il a une vision purement utilitariste du travail. Il se dit, pourquoi je vais payer un humain si une technologie est capable de faire 90% de son travail? Mais il faut contextualiser pour une entreprise comme ça dans la Silicon Valley. En fait, il faut tout optimiser, il faut bouger rapidement. Il y a la pression des actionnaires en fait qui veulent leur retour sur investissement. Mais il ne faut pas se tromper, en fait. À un moment ou à un autre, on reviendra à une hybridation entre la technologie et l'humain. Mais pour revenir sur votre réflexion, oui, le futur est en train de s'écrire actuellement avec cette nouvelle technologie, mais ça a été le cas pour beaucoup d'innovations. Vous avez raison, c'est vrai, souvenons-vous... On le voit à travers des livres d'histoire, par exemple, comment a été accueillie l'arrivée du chemin de fer, pour ne citer que celui-ci. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire les émotions? Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle le fera demain, selon vous? En fait, le point fort de l'IA actuellement, c'est la capacité de synthétiser, traiter beaucoup de données, être rapide. Mais elle a des angles morts, en fait. Elle ne va pas pouvoir contextualiser bien comme il faut. Il y a des situations qu'elle ne peut pas vivre, qu'un humain peut vivre. Par contre, l'humain, il est plutôt plus long, plus empathique, mais beaucoup plus créatif. Du coup, quand on combine les deux, chacun, on va dire, va compenser les failles de l'autre, en fait. Donc, il faut savoir l'utiliser. Effectivement, gardons notre spécificité, mais sachons utiliser de façon intelligente, vous l'avez dit.